Bienvenue dans le podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons pour Sokodé, au nord du Togo. Dans les couloirs du dispensaire ou dans les champs tout autour, Louis et Sophie, partis en mission avec leurs 5 enfants, ont été témoins au cœur de chaque petit défi du quotidien, chaque petit défi de leur mission, de 1000 petits miracles du quotidien qui ont changé le visage de leur mission. S'ils rentrent de mission avec une certitude, c'est bien celle de savoir qu'au cœur de chaque difficulté, Dieu veille. N'est-ce pas, Louis et Sophie ? Bonjour, je m'appelle Louis. Bonjour, je m'appelle Sophie. Nous sommes partis entre janvier 2020 et janvier 2022 à Sokodé, au Togo. Nous sommes partis en famille avec nos 5 enfants. Thérèse, qui avait quelques mois, Élie, Basile, Jean et Gaspard, traînés donc âgés de 10 ans. On est partis pour la communauté du Puy de Jacob. Donc la communauté du Puy de Jacob là-bas a développé d'une part un centre médical et d'autre part avait l'ambition d'essayer de trouver des financements alternatifs pour le centre médical. Et donc s'était posé la question de développer une exploitation agricole. Donc moi j'étais responsable de ce projet-là en lien avec la communauté, donc de développer une production agricole sur un terrain qui appartient à la communauté à quelques kilomètres de Sokodé. Voilà, et moi, j'ai une formation d'ingénieur, je travaillais dans l'industrie, et on m'a envoyé comme responsable administratif pour un petit hôpital de 50 employés, qui est basé sur Sokodé, donc qui est l'hôpital fondé par la communauté du Puy de Jacob. Les hôpitaux sont très bien répartis au Togo. Il y a des hôpitaux dans toutes les régions. On trouve un infirmier ou une accoucheuse qui peuvent faire tous les actes médicaux. Enfin, un infirmier, il pourra être infirmier, mais il pourra aussi opérer une appendicite ou accoucher une femme. Mais trouver un hôpital qui a un certain niveau d'exigence, c'est-à-dire que on permet seulement aux médecins de faire des prescriptions médicales. On ne permet pas de faire d'actes médicaux en dessous d'un certain diplôme. On accepte plutôt plus les sages-femmes que les accoucheuses pour les accouchements. Un hôpital avec un niveau d'hygiène et enfin un aspect confessionnel, un aspect chrétien. On avait une chapelle qui était au centre de l'hôpital et autour duquel tout tournait. Ça, c'était plus rare à trouver. Les hôpitaux sont publics. Il y a pas mal de corruption. Les dons qui arrivent beaucoup de l'Occident ne durent pas. Nous, l'idée de partir en mission, ça nous est venu quand même il y a assez longtemps, probablement au début de notre mariage, en se disant qu'on avait beaucoup de chance dans notre vie, globalement. On était plutôt bénis par le Seigneur et qu'on avait quelque chose à donner. On ne savait pas tellement sous quelle forme. Et arrivé un moment, on s'est dit, en fait, c'est maintenant qu'on a la disponibilité. Pourquoi est-ce que ce serait pas maintenant que la Providence nous enverrait quelque part ? Et voilà, on se posait vaguement cette question-là. Et puis, on a rencontré Fidesco et on a vraiment cheminé avec Fidesco, avec l'équipe, qui nous aide beaucoup à discerner, à nous dire est-ce que cette envie que vous avez là, est-ce que c'est juste peut-être un coup de tête ou est-ce que c'est vraiment un désir profond et au fond, est-ce que c'est un appel ? Donc le parcours avec Fidesco, il est assez long et il est assez fructueux. Au cours du parcours, on se dit ah bah tiens, même si on part pas, finalement, on a fait un bon chemin avec Fidesco. Et puis finalement, ça a cheminé en nous et on s'est dit oui, c'est maintenant qu'on est prêt. Si la Providence a quelque chose pour nous, banco, on y va. C'était pas évident qu'on parte avec Fidesco. On ne connaissait pas Fidesco auparavant. C'est vrai que dès la première rencontre, on a compris ce que c'était que la mission d'église telle que Fidesco la voyait. Et au fur et à mesure du cheminement, on s'est rendu compte que c'était tout à fait ce qu'on cherchait. Nous, on avait besoin d'une mission avec nos enfants. On ne savait pas définir le lieu de mission, on ne savait pas définir le type de mission, mais on savait qu'on voulait se donner pendant 2 ans, apprendre de cette mission et quelque part, vivre quelque chose. Et puis, la mission telle qu'elle était décrite par Fidesco nous a séduits dès le départ. Moi, mon papa est cambodgien et depuis petite, mais plus concrètement depuis mon mariage, je me suis dit, il faudra que je parte un jour en mission. Et pour moi, dans mon imaginaire, la mission, c'était forcément partir au Cambodge pour aider les petits-enfants cambodgiens. Et j'avais cette idée-là.
Et en fait, dès que j'ai rencontré Fidesco, je me suis dit, mais c'est pas forcément ça qui va nous nourrir, c'est pas forcément ça vers quoi on est appelé. Et je pense que dès le premier entretien avec Fidesco, j'ai un peu compris ce qu'on appelait l'abandon, ce qu'on appelait se mettre en confiance et essayer de se dire, bon ben voilà, Seigneur, si tu nous appelles, je me laisse faire. Pour la petite histoire, le parcours avec Fidesco, c'était drôle parce que après avoir discerné que voilà, c'est bien un désir profond et c'est même un appel, l'équipe de Fidesco est revenue vers nous en disant: «C'est super, on a une mission pour vous qui vous correspond tout à fait, vous partez en Haïti». Et nous, on reçoit la mission comme ça, on était super contents, bon, bah, voilà, très bien, et puis ensuite, Haïti, c'est compliqué la vie à Haïti et fin 2019, puisque c'était fin 2019, finalement les frontières se ferment, l'ambassade expulse, rapatrie les Français, Fidesco rapatrie les volontaires et notre mission est annulée. Et en fait, pour nous, c'était pas grave parce que Fidesco nous dit: «Non mais bon, votre mission est annulée, mais on va vous retrouver une autre mission». Et on s'est trouvé dans un espèce de flottement, où on savait qu'on allait partir, on savait pas où. Et en fait, ça nous a pas tellement dérangés parce que nous, on avait déjà dit oui. On n'avait rien d'autre à faire que d'attendre que la Providence nous envoie une nouvelle mission. Et puis, c'était un moment assez béni où on était à la maison, on avait déjà démissionné. Alors, il y a eu un petit moment de jointure à gérer, mais euh, on a été assez tranquille. Et puis finalement, une autre mission est arrivée. On nous a dit en janvier 2020, vous partez à Sokodé, au Togo. On a eu un petit coup on a eu une petite émotion pour Haïti parce qu'on s'était déjà un peu attaché à ce pays, mais on est rentré directement dans la nouvelle mission avec joie parce que finalement, c'était pas vraiment l'endroit qui était important. C'était où est-ce que la Providence va nous appeler et où est-ce qu'on portera du fruit. Puis les gens, ils me disaient, mais c'est catastrophique, votre mission, elle est annulée en Haïti et tout. Je dis, c'est pas catastrophique, vous rigolez ou quoi? La mission, elle est... Oui, non, l'option Haïti a disparu, mais c'est pas grave, on sera peut-être demain au Sénégal ou en Algérie ou à Roubaix ou n'importe où. Il y aura une mission pour nous quelque part, quoi, c'est pas grave. Je crois que en fait, à partir du moment où on a été envoyé, on était vraiment dans une paix, on était déjà partis en mission. En octobre, on nous a dit, bon ben finalement, c'est un peu compliqué à Haïti, vous partirez sûrement en novembre. En novembre, on nous a dit, bon, ça sera plutôt décembre. En décembre, on nous a dit, non, en fait, vous pouvez pas partir en Haïti. Et puis, pendant les vacances de Noël, je me rappelle, en janvier, ils nous ont dit, bon, vous partez dans un pays où il faudra vous faire vacciner de la fièvre jaune, mais on vous le dira seulement dans 2 semaines. Donc on s'est fait vacciner contre la fièvre jaune. Et puis 2 semaines plus tard, on savait qu'on partait pour le Togo. Et c'est vrai que ce temps, on l'a vécu, on savait qu'on partait, donc c'était bon. Et puis tout était prêt, les bagages étaient prêts, etc. On n'avait plus l'aspect matériel. On était dans la paix. Donc on est parti en janvier 2020, c'était un peu particulier parce que en Europe, on avait le début d'une inquiétude autour d'un virus qui circulait en Chine, là, on savait pas trop ce que c'était cette histoire-là. Et on est arrivé au Togo, où il y avait un peu les mêmes inquiétudes, mais avec un petit peu de décalage, parce que finalement, disons qu'au Togo, des épidémies, ils en ont vu d'autres, donc c'était pas accueilli de la même manière en Afrique et en Europe. On est arrivé un samedi, on a atterri à Lomé un samedi. Le soir, on a dormi à Lomé. Le lendemain matin, celui que je devais remplacer à la tête du centre médical du Puy-de-Jacob venait nous chercher avec un minibus. Et là, on a fait la route Lomé-Sokodé, 7 heures à minibus, tu te souviens ? 7 heures en minibus avec les enfants. Alors, ils nous avaient amené un siège auto, mais le siège auto, on pouvait l'accrocher nulle part parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture, donc il y avait Thérèse qui était dans le siège auto. Ils nous avaient apporté des pure water pour qu'on boive et des bananes séchées. Et tout de suite, en fait, pendant ces 6 heures, 7 heures de trajet, on a été plongés dans le bain. On regardait ces paysages magnifiques. Dès qu'on s'arrêtait, il y avait les Togolais qui venaient et qui nous prenaient Thérèse, qui passait de bras en bras et qui nous touchait les cheveux et qui touchait nos enfants. Ils les prenaient dans les bras, les trouvaient beaux, les trouvaient blancs. Et en une demi-journée, enfin un voyage, on s'est retrouvés à Sokodé et on était vraiment dans le bain.
On n'était pas très rassurés avec Thérèse qui passait de bras en bras, mais, mais quelque part, ils nous ont plongés dans la vie. Dans la vie togolaise, on s'est retrouvés. Enfin voilà, moi j'avais complètement oublié que 24 heures plus tôt, on était à Charles de Gaulle et qu'on se posait des questions de bagages, quoi. Moi, ce trajet m'avait marqué parce que ça fait à peu près, oui, c'est ça, 6-7 heures de route. C'était la saison sèche et donc tout du long, il y avait des incendies des feux de brousse. Et tout du long, donc pendant 6 heures de route, peut-être 250-300 kilomètres, on voyait brûler. Et moi, je me disais, mais comme je savais que la communauté avait un projet de plantation, un projet d'arboriculture, je me disais pendant tout le trajet, mais comment on va faire pour planter des arbres à un endroit où ça brûle, quoi? C'est pas possible, ça. Et du coup, je me posais plein de questions. Comment on va faire? On est arrivé à Socodé le dimanche après-midi, 16h, 17h. Il y avait Cécile, la responsable du laboratoire, qui nous attendait. Ensuite, on est parti faire des costumes chez un tailleur qui a pris nos mesures. Parce qu'en fait, on était en train de... Enfin, on savait pas, mais une semaine plus tard, on devait fêter les 10 ans du centre médical du Puy-de-Jacob. Et donc, pour ça, il fallait le costume dans le tissu, dans le pagne qu'on avait choisi pour les 10 ans du centre médical du Puy-de-Jacob. Et donc, du coup, comme on arrivait, que j'étais la future directrice et que c'était le futur responsable de la maintenance, il fallait qu'on soit habillés en pagne et que nos enfants aussi. Et il fallait absolument aller chez le tailleur tout de suite. Donc, le soir même, on était chez le tailleur. Le lendemain, on visitait l'école pour les enfants. On faisait passer l'entretien auprès du directeur. Et à 10h du matin, je me rappelle, j'avais mon premier entretien d'embauche pour une aide-soignante au centre médical du Puy-de-Jacob. Donc, j'étais déjà au boulot. Donc, en 36 heures, on était déjà au boulot, déjà dans la mission, en fait. C'est arrivé très vite. On avait notre maison qui était sur le lieu de travail. On avait juste une porte à pousser et ça y est, j'étais dans l'hôpital. Et donc, j'avais une porte à pousser dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'allaiter Thérèse dans la journée, j'allais la voir. Si par contre, il y avait besoin de trouver un médicament à une heure où je n'étais plus à l'hôpital, on venait me voir. Donc il y avait, c'était aussi à l'africaine, une unité de vie entre le perso et le professionnel. J'habitais sur place et donc du coup j'étais à la fois sur place pour ma famille mais à la fois aussi sur place pour l'hôpital. Et cette maison, c'était sympa parce qu'on avait un petit terrain autour et donc les enfants, dès qu'ils rentraient de l'école, pouvaient jouer dans le jardin. Ils y étaient tout le temps avec la nounou qui était sur place. Quand on dit unité de vie, c'est aussi une leçon qu'on a reçue de la part de la communauté, parce que c'est la première fois qu'on vivait dans ces conditions-là, mais comment être un chrétien en milieu professionnel? Autant en France, on peut se cacher, c'est-à-dire on peut séparer vraiment, on a une vie professionnelle et puis on est chrétien à côté. Là, on peut pas. On travaille pour la communauté du Puy-de-Jacob, c'est pas anodin. Et du coup, on a une étiquette. Toi, t'es chrétien, surtout que là-bas, à Socodé, c'est un pays musulman. Donc, avoir une étiquette sur le front, chrétien, et être un employeur, c'était vraiment, c'est très exigeant en fait. On peut pas, on est nu devant, on est chrétien et on est un employeur. On est chrétien et on est un collègue. Alors que c'est pas une situation courante en France où on est un employé ou un employeur, puis le dimanche on va à la messe. Évidemment, on essaie d'avoir une unité, mais c'est pas aussi radical que ça. Et pour nous, c'était une petite découverte, mais j'ai une grande admiration pour les membres de la communauté qui, au quotidien, doivent avoir cette unité de vie, quoi. Cécile, qui est directrice du laboratoire, elle est aussi consacrée. Le frère Moïse, qui était sur le projet agricole avec moi, il est aussi consacré. Et donc, voilà, au moment où on embauche les gens, au moment où on les paye, au moment où on passe la journée ensemble, où on travaille, eh ben on a cette exigence de la mission qui est, voilà, on est identifié, on est chrétien, et ça demande vachement ça change quoi par rapport à ce qu'on connaît en France. Alors, en rentrant en France, il y a les gens savent qu'on vient de mission, donc ils ont aussi peut-être cet œil sur nous qui demande de l'exigence, mais en fait,
revenant d'Afrique, on devient un peu africain, et les Africains, ils sont habitués à cette unité de vie. Il n'y a pas de honte là-bas de s'afficher croyant, et au contraire, par exemple, je donne un exemple assez simple, mais par exemple, le matin, on arrive au champ. Je me rappelle d'un jour, on faisait une réunion avec les métayers, les gens qui cultivaient notre terrain. Et on commence la réunion, on fait la prière, quoi, c'est normal. Je me rappelle de Moïse qui lance la prière. On récite un Notre Père, tout le monde récite le Notre Père, et puis ensuite on s'assoit, puis on fait un petit tour de table de présentation. Il y avait une dizaine de personnes, et sur la dizaine de personnes, il y avait 3 catholiques, Moïse, moi, et puis un des métayers. Sinon, il y avait 2 évangélistes, 4 musulmans, un qui était peut-être animiste, mais ça posait à personne de problème de réciter ensemble le Notre Père, quoi. Ils le connaissaient parce qu'ils avaient été à l'école catholique, peut-être, et puis même s'ils ne le connaissaient pas, ils ont prié avec nous, ça leur posait pas de problème. C'est là où je dis, cette unité de vie entre la foi et le quotidien, elle est naturelle chez les personnes qu'on a rencontrées au Togo, et ça se ressent aussi dans les discussions qu'on a. Quand on est côte à côte en train de travailler la terre, on a des discussions qui sont d'un niveau philosophique complètement... Moi, j'ai pris des cours de philo par des paysans qui cultivaient avec moi la terre. Enfin, les gens sont habitués à parler de leur vie spirituelle comme si c'était une chose la plus naturelle du monde. Et nous, on a une pudeur peut-être mal placée en France où on fait pas ça, quoi. Je me rappelle une fois Moïse qui t'exprime une difficulté et qui te demande de prier pour lui. Et là, tu dis oui, à la française, je vais prier pour toi. Et puis, tu penses bien à prier pour lui, mais tu le feras dans ton cœur une fois que tu seras retiré dans ta chambre, que tu auras bien fermé la porte. Et là, il te dit, mais non, reste ici, tu pries maintenant pour moi, viens, on va prier. Et là, j'ai compris vraiment la différence entre la façon africaine, la façon française d'exprimer sa foi. Globalement, on a beaucoup travaillé. On travaillait du lundi au samedi. On avait le dimanche pour aller à la messe. La messe durait longtemps. Et puis se reposer. Mais on avait une bonne semaine de 6 ou 5 jours et demi sur 7. Et la journée type commence à 5h30, 6h pour le réveil. Les enfants partent à 6h15 à l'école. Le matin, les écoliers partent tous dans des directions différentes. Alors, il y a les uniformes de l'école Bakita qui vont par là, les uniformes de l'école publique qui va par là, les uniformes de l'école Saint-Thomas d'Aquin par là. Et les enfants se suivent. Il y a des petits randonnions là, qui font les chemins de chèvres, qui traversent la rivière. Et donc, nos enfants partaient le matin et marchaient 2 kilomètres pour aller à l'école Bakita. Donc avec leurs kakis, leurs uniformes, et leurs sacs à dos. Donc à 6h30, il n'y avait plus les scolarisés à la maison, il n'y avait plus que les 2 petits derniers. Et moi, je commençais Donc toi, tu étais déjà partie au champ assez tôt aussi, pour profiter de la fraîcheur de la matinée. Et moi, je commençais la journée à 7h. 7h, c'est l'heure de la prière au centre médical, c'est l'heure du début de la journée de travail. Ceux qui sont de nuit terminent à 7h, ceux qui sont de jour commencent à 7h, et on se retrouve tous sur la prière. Donc les employés du centre médical se trouvaient autour d'un patio, et là, c'était une prière de louange, ça durait une demi-heure, de 7h à 7h30. J'y étais avec les enfants, et là, la nounou nous rejoignait. Et donc, à la fin de la prière, moi, je prenais mon poste, et tandis que la nounou partait de l'autre côté, à la maison avec les enfants, avec Thérèse et Élie, nos 2 plus petits. À partir de 7h30 jusqu'à 12h30, là c'est la grosse matinée, où moi je faisais mon boulot de directrice. Donc il y avait de la compta, il y a de la gestion de ressources humaines, gestion de tous les problèmes de tous les jours, des différents dossiers de demande de subvention pour tel ou tel projet, les rencontres avec le directeur régional ou le directeur préfectoral de la santé, rencontres avec le directeur de l'INAM, enfin tout ce que peut vivre un directeur d'hôpital à petite échelle. Mais il y avait aussi des affaires de robinet qui fuit. Une fois, j'ai dû traduire en anglais un accouchement auprès de la sage-femme parce que la dame était anglaise et que la sage-femme parlait pas anglais. Enfin, elle était pas anglaise, elle était anglophone, pardon. Elle venait du Ghana.
Donc j'étais traductrice. Voilà, tous ces petits travaux qui sont les travaux d'une directrice d'hôpital au Togo, à Sokodé en tout cas. Jusqu'à 12h30. À 12h30, on avait la chance d'avoir une cuisinière qui s'occupait de la maison des volontaires, donc aussi bien pour nous que pour les médecins bénévoles qui venaient de France ou de Belgique et qui venaient donc travailler au centre médical du Puy-de-Jacob. Et elle nous préparait à manger. Et donc du coup, à 12h30, les enfants revenaient de l'école. Et nous, on rentrait le temps d'un déjeuner en famille. Et c'était un moment assez sympa parce que c'était vraiment le moment où on se retrouvait autour d'un plat togolais, du coup. Souvent de la pâte avec de la sauce. La pâte, c'est une sorte de pâte de maïs, de farine de maïs blanche qu'on trempe, qui a le goût en fait de la sauce, qui est très bonne. Et ensuite, il y avait la sieste. Et on reprenait à 15h. À 15h, souvent, Louis, toi, tu enchaînais sur la maintenance au Puy-de-Jacob, au centre médical. Et donc là, l'après-midi était un peu plus courte, de 15h à 18h, 19h. On avait un après-midi un peu plus consacré à tout ce qui était soit travaux de maintenance, soit pour moi la comptabilité et tout ce qui était travaux un peu administration-finance. Et à 19h, normalement les enfants étaient rentrés, ils avaient terminé leur classe à 17h, ils rentraient à 17h30 et à 19h on était dîner dodo. Je crois couché à 20h. Le soleil se couche à 18h, donc il n'y a plus grand-chose à faire. On est tous rentrés. Et la journée était bien pleine. On était derrière nos moustiquaires dans nos lits. Avant de partir, c'est assez intimidant parce qu'on se dit, voilà, on a une mission dans un domaine. Moi, je suis agronome, mais quand on est spécialiste dans un domaine, on se rend compte qu'on connaît rien. Plus on étudie quelque chose, plus on se rend compte que les choses qu'on connaît pas sont gigantesques. Et donc, se voir confier une mission à Sokodé au Togo, quand on est plutôt habitué au paysage de Franche-Comté et à l'agriculture qu'on pratique en Europe, c'est très intimidant. À Sokodé, on est arrivé dans une communauté qui avait déjà réfléchi au projet. Donc, ils avaient déjà décidé, ils avaient déjà parlé beaucoup avec leurs frères togolais sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et donc, moi, j'arrivais comme exécutant d'un projet qui avait déjà été pensé par d'autres, que j'ai contribué à nourrir, mais qui était dans une continuité. Donc là, en l'occurrence, le terrain fait 17 hectares et le projet qui a été développé dessus, c'était de faire des anacardiers. L'anacardier, c'est l'arbre qui produit des noix de cajou. Donc on a commencé comme ça, prendre des contacts avec des gens, demander conseiller des pépiniéristes, quelle variété, greffer, pas greffer, espacement des arbres, voilà, faire un peu de bibliographie, savoir au Ghana, qu'est-ce qu'on en dit, l'expérience des uns et des autres. Et puis au fur et à mesure que le temps a passé, à force de prendre des contacts, de discuter avec les uns et les autres, il y a eu plein d'autres idées qui sont arrivées. Alors par exemple, à un moment, on s'est dit, tiens, ben voilà, on a 4 hectares de teck, très bien, on va prendre les terres à tel et tel endroit parce que on a fait des analyses, j'ai fait faire des analyses à Lomé, etc. Bon. Puis on s'est dit, mais il reste 13 hectares, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon, on pourrait planter des tecks. Alors les tecks, c'est un peu comme nos peupliers, on les plante, 20 ans plus tard, on a un arbre conséquent, on peut couper, vendre, et ça fait une rente à long terme avec pas beaucoup de travail pour entretenir. On dit, comment on pourrait faire? Et puis là, je me rappelle, c'est Moïse qui cause avec le préfet et qui lui dit, nous, on a un programme, on peut fournir les plants de teck. Ah bon, vous pouvez fournir les plants de teck? Ah bah d'accord, super, bon, merci beaucoup. Alors donc voilà, paf, on met 2 hectares de teck, on a payé la main d'œuvre, mais les pouvoirs publics togolais nous ont financé les plants. Ah voilà, très bien, bon voilà, encore 2 hectares, ça fait 6 hectares. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors on réfléchissait toujours en parlant avec les services, les pouvoirs publics togolais. On parlait des feux de forêt et puis ils disaient, quand même, cette forêt qui disparaît, la biodiversité. Nous, on aimerait bien faire de la régénération naturelle. Nous, ça tombe bien, on a du terrain, si vous voulez, on peut... Ah d'accord, si vous voulez, on vous fournit des arbres et puis vous plantez les arbres. Ah d'accord. Donc après avoir fait les anacardiers, les tecks, crac, voilà que nous tombe du ciel 3 hectares de régénération naturelle. Donc on a replanté de la forêt avec les conseils des techniciens forestiers locaux sur les essences, etc. Et donc petit à petit, le projet qui était au départ, on va faire des noix de cajou, ça s'est transformé par des rencontres, un peu providentielles, par des idées des uns et des autres. Ça s'est transformé en 6 hectares avec des tecks, puis
puis 7 hectares avec de la régénération naturelle. Et ça a été tout le temps comme ça, quoi. On nous a donné des coups de main, on nous a aidés au moment où il fallait. C'était vraiment comme ça tout le temps. Ouais, sur le centre médical du Puy-de-Jacob, on a eu beaucoup de projets. Et chacun des projets a été porté à chaque fois par un petit coup de pouce, quelque chose qui venait de là-haut. Et donc c'était vraiment... c'est la Providence qui a été le fil directeur de notre mission, mais pas que. De ce qui nous a précédé et de ce qui a suivi ensuite parmi les volontaires qui ont pu nous suivre, ou même la communauté du Puy-de-Jacob sur le centre médical. Entre le mois de mars et le mois de juin, les Togolais ont eu très peur de cette maladie, très peur de Covid, qui était une maladie de blancs. Et donc nous, en tant que centre médical tenu par des blancs, on leur a fait très peur. D'une part parce qu'on était un hôpital, d'autre part parce qu'on était blancs. Et donc de mars à juin, peu de personnes sont venues se faire soigner de peur de ce nouveau virus qu'ils comparaient à Ebola, qu'ils avaient vécu quelques années auparavant. Pendant 3 mois, on a vécu une activité très, très, très diminuée. Personne dans les chambres, très peu de personnes qui venaient consulter ou qui venaient se faire soigner. Et donc un centre médical qui n'a pas d'entrée financière, donc pas de personnes à soigner, c'est un centre médical qui ne tourne plus. Pendant ces 3 mois, on a travaillé beaucoup autour des formations, bien sûr, auprès des médecins, auprès des infirmiers, auprès des aides-soignants. Le deuxième axe, on s'est posé la question de comment faire vivre le centre médical. Comment cette crise, on pourrait la passer. Qu'est-ce qui en ressort. On a beaucoup discuté avec les infirmiers, les aides-soignants. Et l'idée de l'ouverture d'une maternité prenait toute sa place et devenait évidente. Au fur et à mesure des discussions avec les employés, entre les employés et la direction, le comité de direction, la communauté du Puy-de-Jacob, on s'est rendu compte que de toute façon les bébés ils continuent à naître pendant les périodes de crise, tout comme ils naissent tout le temps. On a toujours besoin d'une maternité autour de soi, et le fait d'ouvrir une maternité dans un lieu qui est propre, où les soins sont apportés avec bienveillance, où il y a des équipes de ménagères, il y a des équipes d'aides-soignantes, des équipes d'infirmiers qui sont au service, et qui plus est chrétiens, et qui prient pour l'enfant et la mère. C'était évident, ça allait de soi. Donc on a posé les bases de ce projet, je crois, en décembre 2020. Et à partir de ça, tout a découlé. Je crois que c'est Monseigneur Lustiger qui disait quand Dieu le veut, le projet se fait. Alors il a peut-être pas dit dans ces mots-là, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. À partir du moment où le projet était décidé, où on avait dit on y va, on part pour la maternité. On a trouvé le matériel, on a trouvé les personnes, on a trouvé les subventions qui sont arrivées un peu comme tombées du ciel. Les subventions nous permettaient de former une accoucheuse qui va bientôt terminer sa formation maintenant, de créer une rampe d'accès pour arriver à la maternité. Et ça a été magnifique. Et le projet a été porté vraiment par tout le personnel. On a ouvert la maternité le 18 mai 2021. Je crois que c'était une semaine après. Non, c'est le 2 juin. Le 2 juin, le premier bébé est né. Petite Mawada. Quand elle est née, c'était incroyable. 5 minutes, la photo du bébé a circulé sur les WhatsApp de tout le personnel, et on avait l'impression que c'était le bébé de chacun. C'était vraiment... moi, je me rappelle encore de son prénom. C'est incroyable. Et chacune des personnes qui travaillaient dans le centre médical, que ce soit des ménagères, que ce soit des personnes à l'accueil, des infirmières, des aides-soignantes, même si elles n'étaient pas dans la salle de l'accouchement, on aurait dit qu'elles étaient comme la mère, quoi. C'était Mawada, c'était leur bébé. La providence était présente partout, mais ce qui m'a frappé, c'est que partir en mission avec Fidesco, ça rend pas les choses faciles. C'est pas parce qu'on est en mission que c'est facile. C'est comme la vie de tous les jours. Il y a des difficultés qui sont même parfois plus grandes parce que on n'arrêtait pas d'attraper le palu. On a chaud, on a froid. Il y a des difficultés qui sont, c'est comme partout ailleurs. Mais ce dont on se rend compte de façon assez flagrante en mission, en tout cas ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait les mêmes difficultés qu'en France. Ça c'est clair, mais on se rendait compte qu'on avait toujours les grâces qui allaient avec. Et alors, je voudrais prendre pour exemple, dans l'exploitation de Pareo où je travaillais,
une des craintes que j'avais avec les gens avec qui je travaillais, c'était évidemment les feux de brousse, parce que c'était ce que j'avais vu en arrivant au Togo, et puis tous les voisins nous avaient dit, tous les gens qu'on avait consultés pour les plantations des anacardiers nous avaient prévenus, quoi. Quand ça brûle, à partir du mois d'octobre-novembre, là, en saison sèche, ça brûle, quoi. Donc on avait évidemment pris les mesures, on fait des pare-feux comme les gens savent faire là-bas, on a sarclé les arbres, ça nous a énormément occupés après les plantations, à partir du mois d'août jusqu'au début de la saison sèche. Mais il y avait toujours ça. Et puis arrivé je me rappelle, c'était le 17 décembre 2020 au soir, le gardien m'envoie un message, ça brûle à Pareo. Alors bon, il faisait nuit, quand il fait nuit, on n'a rien à faire de toute manière, on peut rien faire, donc tant pis, j'ai dit on verra demain, j'ai pas dormi, et puis le lendemain matin, j'ai filé au champ. Donc je me rappelle d'arriver dans la parcelle où j'avais planté les arbres forestiers. C'était d'abord les arbres forestiers que j'ai vus. Et je me rappelle de cette sensation, il faisait chaud, le sol était chaud. À chaque pas, je sentais la cendre qui se déposait sur mes pieds. Il faisait noir, donc je voyais encore rien. Et je me rappelle que j'étais tout seul là, et je sentais que tout était détruit, que tout était foutu. Et je me suis mis à pleurer en disant, mais voilà, ça fait 11 mois que je suis là, que je travaille. Et puis il n'y a pas que moi, c'est un projet de la communauté qu'elle a depuis des années. Et il y a des gens qui ont peiné avec moi. Je pensais à Islam, qui avait travaillé pendant 6 mois avec moi. Je pensais à tous les ouvriers qui avaient travaillé. On avait sarclé. Je me disais, tout ça est réduit en cendres. Et j'attendais que le soleil se lève pour voir. Puis le soleil s'est levé. Et là, j'ai vu que ça avait même atteint les anacardiers. Bref, ce que je craignais était arrivé. Et puis le pire de tout, c'est que le gardien me rejoint et on regarde d'où est parti le feu, et on se rend compte que c'était un départ de feu volontaire. On se rend compte que c'était un départ de feu volontaire. Ça veut dire que voilà, il y avait de la malveillance, quoi. Et donc ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit voilà, qu'est-ce que tout ça pour ça, à quoi bon. Et puis en fait, très vite, c'est là où je dis qu'on reçoit les grâces qu'il faut au bon moment. Très vite, je me suis dit bon d'abord, moi j'y peux rien de ça. C'est un côté un peu. Alors les Togolais sont très forts pour cet état d'esprit-là, mais c'est pas c'est un événement sur lequel j'ai pas de prise. Je peux pas être là tout le temps pour empêcher qu'il y ait des départs de feu. On a fait ce qu'on a pu, et puis je me rappelle aussi des voisins qui viennent me voir, et puis qui viennent à côté de moi, les pieds dans la cendre, à chipper en disant vraiment là, à compatir, quoi, vraiment me dire courage, ça va aller. Et puis le chef du village qu'on va trouver avec le gardien et avec Moïse, et qui nous dit ah non, mais là je vais convoquer le village, parce que c'est pas un Sénégalais qui a fait ça, c'est pas un Ivoirien, c'est un Togolais, et ça vraiment c'est inadmissible. Il prenait ça à cœur, quoi, comme si c'était son champ qui avait brûlé. Et en même temps, il n'était pas dupe, il savait qu'effectivement c'était quelqu'un qui avait mis le feu, mais c'était quelque chose de tellement classique là-bas. Et puis la semaine suivante, voilà qu'il y avait un médecin volontaire qui venait d'Europe, et qui demande est-ce que je peux aller visiter là où tu travailles, là, à Akpareo. Il connaissait déjà, il avait déjà vu le terrain avant qu'il soit cultivé, donc je l'emmène, et puis il vient avec moi se promener. On voit les dégâts, puis déjà c'était un petit peu plus tard, on se rend compte que ouais, le feu était passé, mais nos pare-feux et puis notre cerclage, ça avait quand même un peu servi à quelque chose, et les arbres allaient peut-être repartir. Et puis je lui parle de ce problème de feu, comment on pourrait faire. Je dis si c'est vrai que si on avait les moyens, on construirait un mur, quoi. On ferait un mur autour, et les gens nous avaient dit faites un mur. Ah oui, mais ça coûte cher de faire un mur, et puis moi je suis agronome, je suis pas maçon. Et puis voilà, le temps passe, et puis de fil en aiguille, la communauté, avec l'aide de ce médecin, a trouvé des financements pour construire le mur. Et donc la deuxième année, en 2021, à partir du mois de mars, on s'est mis à construire le mur. Alors pas tout le mur, parce qu'on avait l'argent que pour la moitié. Mais on s'est dit on va construire la moitié du mur. On va faire le mur du côté où ça a brûlé, là, parce que c'est vrai que c'était là où il y avait les vents, c'était là où on était plus vulnérable. On a commencé à construire la moitié du mur, et puis là, tout d'un coup, il y a la deuxième moitié de l'argent qui est arrivée, et on a fini le mur. Et c'était tout le temps comme ça. Et donc cet incendie, qui quand même nous a fait prendre du retard, parce que ça a brûlé, les plants qui ont survécu, ils ont
quelquefois la greffe était morte et donc c'est le franc, c'est le pied qui est reparti. Donc voilà, c'est quand même pénalisant. Mais les fruits ont quand même été là. Nous, on est venus pour apporter une petite pierre et on a fait de notre mieux pour l'apporter. Et puis s'il y a des fruits à la grâce de Dieu, tant mieux. Et de notre côté, on est reparti aussi avec des petites pierres que les gens nous ont confiées. Tout à l'heure, on parlait de la capacité qu'on a vue chez nos frères togolais à avoir une certaine résilience face aux événements. Je parlais du feu de forêt, voilà, leur capacité à rebondir. Bon, bah voilà, c'est un problème, mais on en a vu d'autres dans la vie. On est en vie, quoi. Ça me fait penser à la prière du matin au centre médical. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est une bonne chose. Et donc on est reparti avec ces petits, je pense, avec quelque chose de la capacité de nos frères togolais à s'abandonner à la providence face à des événements sur lesquels on n'a pas de prise. Pas à attendre que la solution vienne du ciel, mais à compter sur le ciel pour que la solution émerge en nous. Deux choses que je rapporterai du Togo. La première, c'est la rencontre avec les gens. Quand on se déplace au Togo, on ne fait pas un point A à un point B en un temps record, mais on passe devant chez maman Pélagie, puis ensuite chez maman Salomon, et puis après il y a maman Thérèse, et là on croise les dames qui vendent les coulis et qui nous en donnent un, et puis après on s'arrête et on demande des nouvelles au vieux de sa fille qui est malade. C'est une suite ininterrompue de rencontres. Et le temps du déplacement de A à B, alors pour nous c'est surtout le chemin vers l'école, dépend de la qualité et de la longueur des rencontres. Et en revenant en France, la rencontre est plus dure. On rencontre pas les gens. Il faut faire un effort pour aller vers les rencontres. Mais je crois que ce que j'essaie de garder, ce que on a à cœur de conserver, c'est la qualité de la relation. C'est le fait de, quand on croise quelqu'un, vraiment lui poser des questions sur lui. Et prendre le temps au moment où on le croise et pas se dire, bon, bah, on se reverra dans 6 mois, quoi. Et le deuxième point, c'est ce que Louis disait, mais c'est la relation au ciel. L'abandon, puisque Dieu l'a voulu, mais aussi le rendre grâce. Je rends grâce pour ce qu'il m'a donné, je rends grâce parce que j'ai vécu aujourd'hui. Les Togolais ont une capacité à se tourner vers le ciel pour la moindre des choses, qui est tellement belle que aujourd'hui on essaye de la conserver, et je pense qu'on essaiera le long de la vie qui nous reste, si Dieu le veut, avec nos enfants. Pour nous, qu'est-ce que c'est la providence ? C'est pas tellement d'attendre que tout va nous tomber du ciel et que au bon moment et qu'on n'aura rien à faire, mais même si parfois ça se passe comme ça quand même, mais c'est d'avoir la conviction profonde que le Seigneur a un projet pour nous, qui peut être dans la mission à Socodé, mais qui peut être aussi en France, là où on est, dans notre paroisse et dans notre village et dans notre travail, que le Seigneur a une mission pour nous, que nous, notre job, c'est de faire du mieux qu'on peut et de se donner à fond, et qu'une fois qu'on aura fait ça, comme le Seigneur a un projet pour nous, on recevra les grâces nécessaires pour le réaliser. Et c'est ça un peu la notion de providence qu'on ramène de notre mission. Ou bien ? Oui. Ou bien, c'est trop togolais. Ou bien. Dieu est là. Merci Louis et merci Sophie de nous avoir raconté toutes ces aventures que vous avez vécues au Togo. Merci pour cette belle confiance qu'on sent dans vos paroles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter pour nous dire pourquoi vous l'avez aimé et à vous abonner au podcast Cœur de Mission. Pour plus d'aventures de mission, suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et faites un tour sur notre site, vous découvrirez plein de belles histoires de volontaires. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures dans un nouveau pays de mission. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!